Intéressant. On va démarrer, si ça vous dit. Bienvenue pour petite conférence, ce petit Rex autour du futur des COP, des comités de pratique, si jamais vous n'aviez pas l'acronyme, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on va aller un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui on devait être deux. Je devais être accompagné de Laura Arène, qui n'a pas pu se joindre à nous, donc je prendrai un peu sa place pour les parties qui la représentent. Et pour ma part, je suis Benoît Deroux, je viens de Toulouse. Je suis coach, coach en transformation organisationnelle et puis coach professionnel. Donc ce qui m'amène à voir un petit peu les coulisses de comment est-ce qu'on va pouvoir apprendre ensemble, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut évoluer de manière générale. Alors j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, on parle souvent de faillite ou de banqueroute. Est-ce que vous saviez qu'une ville pouvait faire faillite? C'est arrivé en 2013 avec la ville de Détroit. Alors je vois que certains étaient au courant. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ça m'a beaucoup étonné de me dire que une ville pouvait être en faillite. Alors d'où ça vient? C'est pas venu d'un coup comme ça. C'est depuis les années 50. C'est un petit peu périclité, la ville de Détroit. Il y a eu plein de facteurs économiques, sociaux qui se sont ajoutés. Et puis au bout de pas mal d'années, au bout de 50 ans, en 2013, c'était la fin. Voilà. La clé sous la porte presque, la ville était déclarée en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habitants se sont pris une initiative pour essayer de refaire vivre la ville. Et ça a pris 10 ans. Donc en 2023, c'est pour ça que c'est assez récent, la ville a été officiellement décrétée comme sortie de cette banqueroute. Et donc ça m'a quand même fait pas mal réfléchir cette idée-là. Comment ça se fait qu'une ville entière ait pu comme ça se relever en 10 ans, et puis à partir d'initiatives comme ça, très locales, indépendantes entre elles, et puis faire quelque chose. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est le chiffre. 65 000. C'est 650 000. 650 000 habitants. Comment ça se fait que 650 000 habitants, j'ai calculé, ça fait 14 soprasteria. Comment ça se fait que 14 soprasteria, si on prend ce chiffre-là, aient pu, comme ça, changer en 10 ans toute une culture qui avait 50, 60 ans, qui était installée dans la ville. Parce qu'on peut vraiment parler de culture à ce niveau-là. Quand on vit là-dedans, on est assez défaitiste, rien ne bouge, il n'y a pas un taux de chômage énorme. Enfin, pour s'en sortir, il faut quand même penser différemment. Comment ça se fait qu'en 10 ans, ça ait pu bouger? Alors que dans une échelle d'entreprise, quand on est 10 sur un projet, on n'arrive pas à prendre une action à la fin d'une rétro. Comment ça se fait que là, de manière indépendante, sans forcément un alignement complet, sans forcément une direction, une directive, juste se dire on en a marre, on va faire différemment, et comment on arrive à changer tout ça et à se coordonner mine de rien et à arriver à faire quelque chose. Et ça passe par des petits phénomènes qui ressemblent à ce qu'on peut appeler des comités de pratique dans les mondes de l'entreprise. C'est-à-dire des rassemblements de personnes qui ont un intérêt commun, qui ont des compétences peut-être plus ou moins communes, en tout cas complémentaires, qui veulent partager et faire quelque chose. Et donc l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à calquer ce modèle-là sur une entreprise et à booster, alors que finalement on peut peut-être avoir une culture qui périclite, juste à se dire est-ce que c'est intéressant pour nous de changer, d'évoluer, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin, est-ce qu'on doit juste changer tout court. Donc on s'est posé cette question-là. Et justement, je parle de comité de pratique, vous, si on fait à main levée, qui appartient à une comité de pratique parmi la salle? Ah si, j'ai eu peur. Pas vraiment, ok. Qui c'est qui appartient à 2 comités de pratique? Ok, là ça c'est plus que 2 personnes, 3. Plus de 2? Ah, là, on a 2. Vous les animez? Ah. Et puis il y en a qui n'ont pas eu tout de COP. Donc finalement, on voit, ces comités de pratique, on peut les rassembler à différents niveaux. Personnellement, moi j'en anime 2. COP de Scrum Master et de Product Owner. Donc après, je peux participer à d'autres COP. Maintenant, c'est un peu plus épisodique, donc je ne compte pas forcément là-dedans. Mais en tant qu'animateur, là oui. Pour dire, on va vraiment faire quelque chose. Mais mine de rien, ça existe. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça qui va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une COP? Tout simplement, ici, on essaie de voir un petit peu de 3 éléments de langage. Mais ce qui vient souvent, c'est du lien.
un lien autour de compétences, autour d'un partage, d'apprentissage qu'on veut avoir, tout simplement. Donc on peut être de n'importe quel milieu, n'importe quelle compétence. Je vous ai dit qu'il y avait des COP de Scrum Master, des COP de PO. On va y revenir dessus. Il n'y a pas que des Scrum Masters, ni des PO chez moi. Il y a un peu de tout. Il y a d'autres COP où on part de COP d'agilistes. Là, c'est ouvert à tous. Donc on n'a pas besoin, juste parce qu'on a une compétence, on peut, ou une attractivité, une attirance, pardon, on peut être attiré par une COP ou par une autre. Donc il ne faut pas forcément se limiter et être peut-être trop comment dire, cadré sur ici c'est une COP qui ne fait que ça, on n'invite que ce genre de personnes. Justement, l'idée c'est de pouvoir ouvrir un petit peu ces éléments-là. Alors, en partant de cette conclusion, on a vu, donc il y a 2 ans avec Laurent, on a participé à l'Agile Tour Toulouse, et on avait assisté justement à une conférence qui s'appelait les comités de pratique dans la pratique, qui notait ce constat ici. Donc, les petites abeilles, c'est pour dire que ça vient des slides de cette conférence en fait. Parce que c'était le thème de l'Agile Tour Toulouse 2022, les petites abeilles. Donc, premier état, c'est de se dire, une communauté, c'est pas une équipe. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est quelque chose, un statut à bien penser, à bien asseoir en fait, quand on démarre une COP, si jamais c'est pas le cas. Une communauté, il y a un intérêt commun. On est rassemblés pour faire quelque chose. Alors qu'une équipe, c'est un objectif commun. Et puis, est-ce que vous avez le choix d'être dans votre équipe? C'est pas dit. Hein. En tout cas, c'est pas la même chose. On n'a pas un intérêt. On a un objectif qu'on doit atteindre. L'intérêt commun, est-ce qu'on va l'atteindre un jour? On n'en sait rien. C'est plutôt une ambition. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que ça peut changer? Très certainement. On est aussi sur une notion de durée indéterminée. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de date de fin. Il y a une date de début, mais pas de fin. Qu'est-ce qu'on va en faire? J'en sais rien. Combien de temps? J'en sais rien. C'est aussi ce qui peut être un facteur de frein pour plus tard, on va le voir. Qu'est-ce qu'on fait quand ça commence à durer dans le temps, cette communauté, et qu'il ne se passe pas grand-chose? Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Également, là-dedans, il n'y a pas d'hierarchie. Tous les membres sont égaux, et puis on peut tourner, on peut partir, on peut revenir, on peut repartir à nouveau. C'est plutôt entrée libre, c'est ça l'intérêt justement, de ne pas être là-dedans. Et pas d'hierarchie. Je vous parlais que j'étais l'animateur, oui c'est tout quoi. C'est-à-dire que j'invite les gens, et ça s'arrête là. Je vais pas plus loin. J'envoie juste une invitation. Venez tel jour, sur tel canal sur Teams, sur telle salle dans mon bâtiment. Et puis ceux qui sont là viennent, et puis tant mieux pour eux. Donc on va vraiment être dans cette logique-là aussi. Et puis, ce choix de l'intégrer, on a le choix. On a le choix aussi de partir. Et ça qui est assez important aussi à retenir. C'est que si jamais ça ne nous plaît pas, si on veut en faire autre chose, on en fait autre chose. On peut intégrer peut-être une communauté un peu à côté des autres pour dire nous on ne fait pas pareil. Puis après on se rassemble parce qu'on se rend compte qu'on a le même peut-être intérêt commun à être réunis. Ça peut être très intéressant. Avec Laura, on avait justement fusionné pendant un petit temps nos communautés. Donc on n'avait rien à voir au niveau du travail sur les sujets. Mais finalement, dans notre pratique, dans les thèmes qu'on pouvait aborder, dans l'échange qu'on voulait avoir avec les personnes qu'on voulait créer, là on se retrouvait. Et donc le temps d'un temps, on s'est réunis, puis après on est revenu à nos COP initiales, juste parce que finalement on ne trouvait pas forcément d'intérêt à toujours se voir, mais de temps en temps ça pouvait avoir du sens entre nous. Vous voyez, même entre COP, ça peut bouger comme ça. Donc il ne faut pas forcément se fixer en disant voici le cadre et puis on n'échange pas. Et donc quand on veut créer une communauté, ce qui est important, c'est justement de se demander qu'est-ce qu'on compte y faire. Et ce qui a vraiment renouvelé nous notre côté, ça a été vraiment qu'est-ce qui est en train de nous étonner. Donc on vous renvoie la question. C'est quoi la dernière chose qui vous a étonné dans votre communauté? Elle a été rendue obligatoire par un manager. C'est pas mal ça, ça c'est étonnant. Et alors? La qualité a beaucoup baissé. C'est des sujets obligatoires aussi à amener. Donc, les gens ils portent peu d'intérêt et d'efforts. D'accord. Donc est-ce que... Il n'y a pas que des sujets non intéressants, mais
la quantité augmente. J'imagine. Et est-ce que le manager, lui, il s'en trouve satisfait de cette nouvelle communauté? Peut-être que son objectif, c'est juste qu'il y ait du monde là. Donc, Mais il y a du monde, objectif atteint. Qui d'autre, du coup, a été étonné? Oui. Donc, je vais dire un peu en creux. Je parle de Airbus, où on a une communauté RTE, en fait, qui n'est pas obligatoirement, la participation n'est pas rendue obligatoire par le manager. Et du coup, c'est vraiment une vraie communauté, et les événements qui sont organisés par cette communauté, ce sont les plus vrais, en fait. C'est vraiment pas, ce sont les vrais agilistes, il n'y a pas des sujets fake, les contributions, les échanges sont les vrais échanges. Et je dirais que c'est le seul endroit où il y a de la vie, où il y a une certaine vérité. Ok, pas mal. Très intéressant. Oh, avec aucun budget. Hein. Oui, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de budget non plus. Hein. C'est souvent du volontariat. Ouais. Quelqu'un d'autre, un dernier? Qui vous a étonné? Nous, on s'est demandé justement, qu'est-ce qui pouvait nous étonner au bout de plusieurs années avec les COP. Puisque les COP, en tout cas, que j'anime, je crois que Laura, c'est à peu près pareil, elle date de 2018. Hein. Donc on a quand même 5-6 ans derrière nous. Donc ça commence un petit peu à s'essouffler aussi. Hein. Donc ce qui nous étonne au bout de 5-6 ans... Et c'est la communauté de quoi, des agilistes? Alors il y a Agiliste, moi je suis sur Scrum Master et Product Owner, mais il y a des communautés de RTE, communautés agilistes en manière générale, il y a un peu de tout. Mais finalement, ces communautés-là, elles ont autant d'années de vie, donc au bout d'un moment, ça commence à ralentir un petit peu. Ça c'est toujours comme ça, toujours pareil. Alors justement, comment arriver à faire rayonner l'activité? Il n'y a pas d'astuce magique, mais il faut y aller en fait. Déjà communiquer sur son identité. Qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors là j'ai une petite anecdote assez marrante à vous raconter sur la communauté de PO. On a fait cet exercice, donc on réfléchit au niveau des valeurs, au niveau de qui on veut être, qu'est-ce qu'une communauté de PO, pourquoi est-ce qu'on s'adresse à une communauté de PO par exemple, à quel besoin on répond, et puis qui peut y être dedans. Et à cette réponse-là, unanimement, ça a été répondu, des PO, parce qu'on veut traiter de sujets qui peuvent être peut-être un peu confidentiels ou des difficultés, donc on veut être qu'entre nous, qu'entre PO. Et là, tout le monde s'est tourné vers moi, en disant, mais Benoît, toi t'es pas PO. Tu viens pas à notre COP. Et donc il y a eu un réel vote pour savoir si je restais ou pas. C'était un vrai sujet. Est-ce que j'ai le droit de venir ici? Tout simplement parce qu'il fallait être honnête. Hein. Si je suis là et qu'on refuse à d'autres de venir parce qu'ils ne sont pas PO, c'est pas normal. Alors que c'était toi qui l'as animé? Oui, ouais. Créé, animé depuis 5 ans. Mais sans problème, sans aucune honte, ils m'ont dit, t'es pas PO, on n'est pas certain que tu dois rester ici avec nous. Comme quoi, pour parfois aussi lâcher du lest, hein, comme ça. Donc pour vous dire à quel point cette identité, ça peut être quelque chose de très fort, très marqué, que les gens veulent revendiquer derrière. Hein. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on peut mettre comme ça pour dire oui c'est un exercice, on fait une charte d'équipe, on fait notre blason de valeur. Non, les gens qui vont le faire là, comme on est sur de l'engagement, sur des valeurs communes, ça va devenir fort, hein, cet engagement-là. De l'action, on va le voir juste après. Donc je vous spoil pas trop. Savoir s'outiller. Alors, toujours pareil, on a parlé, niveau budget, on est toujours limité. Donc les outils, ça va être des outils groupes, il va falloir être un petit peu innovant. Donc des outils de collaboration, comme des klaxons par exemple. D'autres outils, on va voir juste après, toujours collaboratifs, qu'on détourne un petit peu pour en faire autre chose. Et c'est ça en fait qui va permettre de dire, tiens, la communauté, ils n'ont pas, comme on dit, hein, ils n'ont pas de sous, mais ils ont des idées. Et finalement, on parle de nous. Et parce qu'on parle de nous, les gens viennent, nous écoutent, et il se passe quelque chose. Également, prévenir et prévoir. Parce qu'on l'a dit, une communauté, ça va bouger dans le temps. Donc mine de rien, qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir une petite baisse de charge? Comment est-ce qu'on prévoit l'avenir? C'est quoi la suite? C'est quoi nos prochaines actions? Ça aussi, c'est quelque chose à prévoir. Donc il y a un petit backlog peut-être à avoir, très simple, mais c'est quoi notre suite? Comment est-ce qu'on rayonne ensuite? L'union fait la force, et puis accorder un peu de temps à la communauté, ça va ensemble. On va le voir également, il faut un petit noyau dur. Évidemment, tout le monde ne va pas être au même niveau d'implication. Mais si on a un petit noyau dur qui bouge, ça va faire avancer les choses et ça permet à la communauté de continuer de vivre. Donc il faut savoir l'identifier, ce noyau dur aussi. C'est quelque chose qui va être
assez important dans la cartographie qu'on pourra mettre de l'identité. Capitaliser, partager. Oui, mais capitaliser et partager quoi? Capitaliser, c'est facile, hein. Souvent on sait quoi reprendre, une discussion intéressante, on fait un petit document, ça se fait très simplement. Mais qu'est-ce qu'on partage? Et comment est-ce qu'on partage? Ça va être ça, au bout d'un moment, quand la communauté commence à avoir un petit peu d'âge, le nerf de la guerre, en vrai. Et puis, chacun peut s'exprimer, si on l'a dit, hein, on est tous égaux dans la communauté, donc on a le droit de proposer, de raconter ce qu'on veut, et puis on voit ce qui se passe. Donc on va vraiment mettre en place ces pratiques pour pouvoir les faire durer dans le temps. Oui. J'ai une question. Tout à l'heure, tu disais que une des questions centrales, c'était qu'est-ce qu'on fait de cette communauté? Oui. C'est traité dans l'identité? C'est traité à quel niveau? Oui, dans l'identité, c'est qu'est-ce qu'on fait à plusieurs niveaux. Nous, on fait quoi dans notre communauté? Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait dans notre communauté? Et on y fait quoi, en fait, là-dedans? Et puis, comment on va être vu aussi des autres? C'est-à-dire que l'idée, par exemple, pour la communauté de Product Owner, c'était d'être un centre un petit peu d'expertise sur comment traiter le produit. Et donc, si on avait un client ou quelqu'un qui avait des questions sur comment est-ce que je dois gérer mon produit, on pouvait faire appel à la communauté. La communauté pouvait répondre en tant qu'expert du produit. Voilà. En plus de quelqu'un comme des coachs, des Scrum Masters, d'autres PO, il y avait cette entité-là qui se proposait. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être une démarche vraiment très proactive à ce niveau-là. Et on l'avait défini, oui, dans l'identité. Du coup, un élément à partager, sous forme un peu ludique de carte d'identité, un peu comme un passeport. Voici ce qu'on fait, qui nous sommes, etc. Voilà. J'imagine que tout ça vous parle plus ou moins. Du coup, on en revient à la première question, c'est l'étonnement dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui nous étonne maintenant? Parce que, évidemment, ça fonctionne, ce sont des petites pistes de travail, et donc pendant 2 ans, on a essayé de les mettre en place, mais vraiment aller chercher l'étonnement. Qu'est-ce qu'il pourrait un petit peu surprendre chacune des personnes? Donc, voici le petit Rex sur l'étonnement. Côté Laura, qu'est-ce qu'il faisait? Elle, c'est simple, elle venait avec un cadeau. Dans toutes ces copes, il y avait un cadeau. Donc ça pouvait être différentes formes, différents formats. On pouvait même en choisir. L'idée, c'était de pouvoir aborder des Rex. Voilà, quelqu'un qui voulait parler d'un Rex sur un hackathon, sur comment booster l'innovation dans une équipe. Également de l'apprentissage, le modèle de Tuckman. Vous savez ce que c'est? Ben non. Ben, bien. Aussi un petit apprentissage sur là où on va. Également sur la culture, du feedback, sur le disque. Tous ces éléments-là pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur les rôles, pour vraiment aller donner un cadeau à quelqu'un. Donc la démarche, n'est pas juste je fais un Rex ou je fais une présentation ou c'est à mon tour. C'était vraiment dans cette démarche, je t'offre quelque chose. Donc ça ne se fait pas de la même manière en fait. On n'est pas dans un mode où on va dérouler des slides comme on le fait ici. On est vraiment dans de l'interaction avec la personne pour aller vraiment chercher ce qui pourrait l'étonner ou la toucher. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Également, je vous parlais de la communauté de PO. Nous, on a fait un culture book. Donc le culture book, ça repartait de cette carte d'identité sur les valeurs. Quelles sont les valeurs? Donc on a isolé les 5 grandes valeurs. Donc au départ, il y en avait 150. 150 valeurs. On a fait du tri. On est sorti avec 5. Partage, raison, confiance, curiosité et honnêteté. Ça, c'est ce que veut promouvoir la communauté. Et donc ce culture book, ça vient du management 3.0, si vous ne l'avez pas reconnu. L'intérêt, c'est de raconter une petite histoire réelle, une anecdote sur comment est-ce que j'ai mis en place cette valeur dans ma vie. Ça peut être côté professionnel ou personnel. Et donc vous avez ici, je vous ai mis, alors c'est illisible de loin, mais vous avez les pages ici, avec l'honnêteté, la confiance, une histoire réelle d'un PO sur justement comment est-ce qu'il a mis l'honnêteté au service de son travail, de sa carrière. Donc ça, c'est le genre d'éléments qu'on a pu diffuser au niveau de la grille nationale. Donc une COP, grosse COP, du coup, on pourrait appeler ça, pour promouvoir cette culture du PO et ses valeurs. Mine de rien, il y a eu 6 PO rédacteurs, ça nous a pris 3 mois pour le faire. Donc c'est pas un petit investissement. Alors c'est pas 3 mois, c'est 3 mois calendaires, je vous rassure. Mais c'est quand même un investissement à faire, mine de rien. Tout a été fait par des PO, y compris le logo. On a cherché comment est-ce qu'on allait s'appeler, et c'est une PO qui a fait
le logo qui se débrouille très bien en dessin. Vous voyez, donc c'est vraiment cette démarche-là, on veut proposer quelque chose, on veut vraiment partager et aller dans cette direction-là. Autre élément, toujours pareil, qu'est-ce qui pourrait nous étonner? C'est de faire un camp de lecture. Tout simplement, autour du feu. On s'est rendu compte qu'on lisait beaucoup, surtout côté Scrum Master et Agiliste. Ça, je vous le cache pas, des bouquins, on en lit souvent, mais on partage peu. À part, tu devrais lire ce livre, mais on va pas forcément plus loin. Donc, un petit club de lecture, une fois par mois, on se réunit, on décide d'un livre, et puis on essaie de le lire, hein, si on peut, et on en discute. Alors, on en discute avec des petites méthodes comme ça d'interaction. Alors, je l'ai mis ici, on partage via des Liberating Structures, histoire d'aller droit au but et pouvoir amener une petite idéation autour de ça. Et tout l'intérêt de cette démarche, c'est de construire la petite toile d'araignée qui est juste à côté. C'est un genre de toile de connexion de nos lectures. C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'a étonné dans ce livre-là, donc vous avez le Kanban par exemple, c'est les 3-4 points qui est à côté. Et puis, on avait lu le bouquin de Scrum, l'art de faire 2 fois plus vite en 2 fois moins de temps. Et on s'est dit, mais en fait, il y a des connexions là-dedans. Quelles sont-elles? On commence à les relier. Une fois qu'on relie ça, on a une petite cartographie des éléments, comme ça, avec Radical Candor, par exemple, ici, qui se dessine. Et puis, tiens, mais ça me fait penser à un autre livre qu'on n'a pas encore lu. Par contre, si ça t'intéresse, va avoir les tickets verts. Ce sont d'autres livres qui pourront t'amener sur ce sujet-là et aller creuser un peu plus loin. Et toute l'idée, donc là c'était au tout début, au bout de 3 séances, c'est d'aller vraiment de faire grandir cette toile d'araignée, pour une fois qu'on a, je sais pas, une idée, un sujet, prendre un post-it et venir dérouler la toile. Et la pelote en disant, mais tiens, cette idée-là, qui en parle? Comment est-ce que je vais plus loin? Comment est-ce que je peux interagir autrement? Donc avoir un petit réseau comme ça de lecture, un peu plus actif que juste dire, ce livre est pas mal, hein, ça parle de ça. Donc voilà, ça prend un peu de temps quand même, hein, il y a beaucoup d'investissement parce qu'il faut lire les livres. Hein. Certains sont en anglais, il faut les trouver, il faut prendre le temps. Donc une fois par mois, bon, c'est un rythme déjà, il y a pas mal, faut le soutenir. Voilà, on va peut-être l'étendre à 2 mois, qui sait. Tout le monde ne peut pas toujours venir. Voilà. Autre chose, et là on part vraiment dans qu'est-ce qui va pouvoir nous étonner et à nous étonner. On est parti sur une marche. Alors ça se fait en 2 temps en fait, hein, l'explication de tout ça. Quand on marche, on active les zones du cerveau un peu plus liées à la création. Et donc on s'est dit, on va faire une grosse rétrospective en marchant. Donc rendez-vous telle heure, on va marcher. Alors à Toulouse on a la chance, côté Sopra, on est à côté d'un lac, avec une forêt, un petit bois. Donc on est allé faire le tour du lac, très simplement, 1 heure. Entouré d'agilistes, voilà, 10 agilistes, qui ont bien voulu se prêter au jeu, avec comme seule consigne, qu'est-ce qu'on pourra faire d'extraordinaire dans l'année. C'est tout. Débrouillez-vous avec ça. Vous avez 1 heure. Et donc on marche, on papote, et avec un petit carnet, on note les idées pendant la marche. Alors, ce sont des agilistes, hein, ils ne viennent pas marcher tout seuls, hein. Évidemment, il faut un restaurant derrière, sinon ça ne marche pas, je vous le dis de suite. Mais ce restaurant, comment est-ce qu'on va l'amener? On a créé ce qu'on appelle un team starter, c'est-à-dire un financement participatif dans l'entreprise. Et étonnamment, il y a eu beaucoup de monde qui a participé en fait, à ce financement participatif pour lever des fonds pour aller se payer un restaurant. Pas pour juste manger, hein, je vous dirai ce qu'on a fait aussi après, hein, avec ce resto. Mais il y a eu énormément de monde. Tellement qu'en fait, hein, pour la petite anecdote, je n'ai pas pu poster sur l'intranet l'annonce pour dire que c'était ouvert, que c'était déjà atteint, la limite. On avait déjà le financement qui était clos. J'ai pas eu le temps de dire venez, voici la démarche, l'expliquer. C'est déjà fait. Donc, il y avait une réelle attente derrière cette initiative. Il y a des personnes de Bruxelles qui ont financé. Ils sont jamais venus, hein, ils m'ont dit on te pique l'idée, je mets 10 € mais je te pique l'idée. Très bien. Tu peux repiquer à nouveau s'il faut. Mais en tout cas, c'était cet esprit-là qu'on a trouvé. Pourquoi le restaurant est important? C'est que pendant la marche, on a énormément divergé sur plein de sujets. Le restaurant, c'était le moment de rassembler, converger et de dire maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les idées, on a partagé, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre en pratique. Et donc ça a donné une vingtaine d'idées, là vous le voyez sur le côté, après on a fait un petit démarrage, une vingtaine d'idées. Et puis sur ces 20 idées, évidemment, il y a un peu de tout. Et puis il y en a 5 ou 6 là qui sont en vert. Ce sont celles qui ont vraiment suscité de l'intérêt pour tout le monde en se disant oui, ça on veut le faire.
Et donc il y a ces 6 idées-là qui sont en train en ce moment d'avancer dans le tableau sur, on va essayer de consolider, expliquer ce que c'est vraiment, comment est-ce qu'on va le faire, trouver le même financement participatif, si on a besoin de le financer, et puis le mettre en place. Donc dedans, il y a vraiment de tout. Des choses très axées sur le team building, comme des petites olympiades, où on va chercher qui va perdre l'olympiade, pour lui proposer un accompagnement en agile. Vous voyez, toujours une démarche, ça peut être un peu marrant. Et puis, des trucs très pragmatiques. On n'a pas, sur Toulouse, des kakémonos, par exemple, pour expliquer ce que c'est l'agilité ou pour promouvoir tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire? Un truc très, très pragmatique comme ça. Donc, ce sont ces petits événements ici qui vont permettre comme ça d'aller susciter un petit peu cet étonnement dans les communautés. Donc, vous voyez, hein, on peut aller assez loin dans la démarche et c'est comme ça qu'on commence à avoir un petit peu plus d'engouement et à faire un petit peu de pub pour toutes les démarches de communauté de manière générale. Et les choses avancent, mine de rien. Les communautés, ici vous voyez les agilistes toulousains, on est 10, communauté de PO, on est 6, celle de Scrum Master, on est à peu près 5. Vous voyez, c'est pas grand monde, hein. Donc on est quand même dans ce niveau-là, pourtant ça bouge quand même. Et ça avance. Alors, justement, quand on fait un petit peu ce bilan de comment est-ce qu'on doit y aller, nous on a trouvé avec Laura amusant l'idée de l'avocat. C'est-à-dire qu'une communauté de pratique, c'est un avocat, il y a un noyau dur, et il faut bien faire attention à ce noyau dur, parce que c'est lui qui va vraiment être tout le temps là, et qui va pouvoir faire bouger les choses. Et après, on va pouvoir venir. Et toute l'idée, ça va être de pouvoir être passé et d'amener la culture d'entreprise. Alors ici c'est un peu technique, hein, ça parle de spirale dynamique, mais c'est d'arriver à sortir d'un modèle un peu orange, comme on dit. On va essayer d'être sur une culture très individualiste. Est-ce que je suis performant? On a vu, si vous y étiez juste avant, à la conférence sur à quel jour ça finira, combien de temps ça dure, je ne sais plus le titre, mais en tout cas on cherchait une limite, une date limite à quand est-ce que je serai livré. Donc on va essayer de sortir de ce modèle-là pour aller sur une culture un peu plus sur l'empathie, sur un monde où on va plutôt être pluraliste dans l'approche qu'on va avoir de nos activités. Et donc pour ça, ça c'est pas tout seul, parce qu'évidemment, on disait tout au début, c'est basé sur le bénévolat, hein, sur le volontarisme. Donc ça va pas marcher si derrière on n'a pas des sponsors. Les sponsors, il y a de tout. Donc le soutien managérial, peut-être un peu de mécénat, ça peut aussi marcher. C'est pas vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger du tout. C'est ça qui pourra vous faire avancer de manière générale. Également, le partage. Partager ces initiatives, ces REX, comme on le fait aujourd'hui, autour de conférences. On va le refaire jeudi et vendredi sur Toulouse, sur un Agile Tour. Donc ça permet aussi d'amener cette dynamique et de changer un peu l'état d'esprit. Et puis ça sert aussi à des choses beaucoup plus gros qui nous dépassent complètement. C'est-à-dire qu'à travers ces communautés, on aide, j'imagine en tout cas, une remise en question en ce moment qui est faite sur le référentiel métier. C'est quoi un Scrum Master chez Soprasteria? Il n'y a pas forcément de ligne très claire sur comment est-ce qu'on évolue dans sa carrière. C'est en train de changer. C'est en train de changer et on y participe un petit peu à notre petit niveau là-dedans pour essayer de promouvoir tout ça. Et également avec des initiatives de tutorat. On a des personnes qui ont envie de progresser dans cette carrière, par exemple de Scrum Master ou de PO. En ce moment, c'est la carte de Scrum Master. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Et donc, on a identifié des personnes un peu clés, des tuteurs et tutrices qui vont pouvoir accompagner des personnes sur des sujets, des techniques, des compétences, pour dire maintenant, tu as une vraie carrière qui se dessine. Et c'est pas juste comme ça. Vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin avec des trucs qui complètement nous dépassent. Ici, là, on n'atteindra plus du tout. Enfin, plus du tout. On va plutôt être acteur en disant, tu as besoin de moi, je viens t'aider. Mais on va plus être à l'initiative de tout ça. Et donc, la vraie truc qu'on vous renvoie maintenant, c'est que bien vous avez tout ça, ça va être à vous de nous surprendre. Et on vous attend au prochain Agile Day pour nous expliquer comment vous avez fait pour renouveler ou mettre en place de nouvelles pratiques dans votre communauté. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, on peut enchaîner. Et donc vous êtes combien dans votre communauté? Alors laquelle? Alors Product Owner, on est 6. Product Owner, on est 6 personnes. Sur quelle échelle? Sur l'échelle toulousaine? Oui. Oui. Entre les... ouais. C'est pas énorme. Hein.
C'est pas énorme. Hein. Et Scrum Master, on va peut-être autour de 5. Les agilistes, on tourne sur une bonne dizaine, bonne quinzaine, on va dire. Sur la core team. Oui, sur la core team. Sur la Oui, sur la core team. Oui, sur la core team, par contre, je parle, oui. Après, ça change, mais c'est pas plus de 20 personnes. Hein. C'est 3-4 en plus qui modulent. Comment tu as réussi donc à faire comprendre que ta place est tout à fait justifiée et aussi la participation de non-PO dans la communauté de PO? Et comment vous avez géré ce problème, cette guerre intestinale? C'était pas un problème, je l'ai pas vu du tout comme un problème. Je l'ai vu comme une évolution normale. Je me suis dit, comme un parent qui voit son enfant partir, quitter la maison en disant tiens, je suis fier du petit, finalement il est autonome. J'ai vu ça la même chose. Quand on m'a dit, sous le ton de la blague, t'es pas PO, on te veut pas. Alors on se connaissait, hein. Donc c'était une blague, mais c'était dit comme ça. Mais c'était voilà, je connaissais la personne, donc je savais que c'était pas méchant, c'était pas dit de manière méchante. Je l'ai pris au sérieux, j'ai dit tu as raison, c'est une communauté de PO, vous voulez que des PO pour parler du sujet, je le suis pas, on fait quoi de moi? Et donc il y a quelqu'un qui a dit on peut voter pour voir si on te garde. Ok, on voit. Et puis si on ne garde pas, tant pis, tant mieux. Si la communauté continue et fait quand même des choses, moi ça m'allait très bien. Justement, j'aurais été presque content de me dire, de voir cette émancipation et de voir ce qu'ils pouvaient faire sans être peut-être influencé parce que voilà, le Culture Book, je l'ai un petit peu mis devant, quoi. Ils ont décidé de le faire, hein, je vous rassure, je ne l'ai pas imposé. Je leur ai dit, ça vous dit pas un Culture Book? Voilà. Mais j'aurais pas été là, ils auraient fait autre chose. Donc ça se fait naturellement. Ouais. Et du coup, juste question, le Culture Book, il est diffusé à qui? Enfin, où il a été diffusé? Il a été diffusé sur la grille nationale. Donc là, on est allé sur l'intranet interne de Sopra, il y a 3000 personnes à peu près. Et on a dit, voici le Culture Book de la communauté de Toulouse. Il est là, il est dispo. Et vous avez eu des retours justement par rapport au Culture Alors, Book? personne ne l'a refait, donc on n'a pas eu de deux, peut-être qu'il y en a qui sont en cours. Après, je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui vont s'en inspirer. Après, il y a eu des très bons retours, de manière générale. Un peu de jalousie de la communauté de Scrum Master qui était à côté, hein, qui ont dit, eux, ils l'ont fait avant nous. On va peut-être pas le refaire, donc ils réfléchissent à faire autre chose, hein, justement pour un petit peu contrebalancer tout ça. Mais oui, on espérait que ça fasse un peu boule de neige. Après, voilà, les communautés, elles évoluent tout ça de leur rythme. Il y en a qui sont plutôt orientés sur des newsletters, par exemple. Voilà. Nous, on l'a fait un temps, on le fait plus. On ne trouvait pas forcément de public qui le lisait, qui interagissait trop avec. Donc on a préféré arrêter ça, mais il y en a qui interagissent sur les autres, donc c'est très bien et ça vient complémenter tout ça, quoi. Moi j'ai une question. Oui. Donc moi je fais partie de LCL. On a des communautés de pratique de développeurs. En fait je suis souvent confronté en discutant, les communautés de pratique identifient des experts qui ont une bonne capacité à partager leur savoir, mais qui peuvent avoir le frein ou le manque de confiance à parler en public. Ma question c'est comment les aider à sauter le pas. Qu'est-ce que tu recommanderais pour engager des personnes qui ont les compétences? Être accompagné, tout simplement. Ce genre d'initiative, on peut le faire à deux. Faire un REX, faire un accompagnement, parler, on peut le faire à deux. L'expert et puis quelqu'un qui est un peu moins expert peut-être, mais qui est plus à l'aise dans le domaine justement de la communication. Et ça rassure souvent d'être à deux sur un atelier. Donc ça peut être simplement être à deux ou de juste poser des conditions. Si tu devais le faire, c'est quoi l'environnement idéal? Peut-être c'est chez moi, à distance, parce que j'ai pas envie d'avoir du monde autour de moi. Très bien, on fait un truc à distance. Ça peut être un webinaire enregistré. Très bien, on s'enregistre, comme ça on peut faire plusieurs prises si tu es à l'aise, si tu bafouilles, si tu as peur qu'il y ait un effet démo, on fait ça comme ça. C'est peut-être juste de l'accompagnement, et après aller chercher les bonnes personnes qui savent faire des webinaires, qui savent faire des démos, et après le co-construire. Généralement, on va plutôt chercher une personne qui a envie de promouvoir quelque chose, de dire quoi tu as besoin pour être à l'aise.
pour te sentir en sécurité, pour pouvoir t'exprimer facilement, qu'il n'y ait pas une contrainte particulière, c'est quoi de quoi tu as besoin. Et donc ça, on l'a fait avec des gens qui ne sont pas du tout à l'aise, qui n'ont pas envie de parler, et puis petit à petit, ben, ça se délie, et puis ils deviennent référents sur des événements voilà, sportifs ou des trucs comme ça, puis finalement tu te rends compte que ces personnes-là n'étaient pas forcément timides ou réservées, mais qui n'avaient pas envie de se mettre en lumière, et puis hop, ils prennent goût petit à petit. Mais sans forcer, et comme ça. C'est un format aussi intéressant où ça peut être une interview, une round table, comme ça la personne elle est diluée dans l'événement. Et moi en gros, spotlight. Et donc là, je vois que ce jeudi et vendredi à Toulouse, tu vas donner un talk sur la sécurité psychologique. Oui. Et alors c'est pas la même chose. Hein. J'imagine que, oui, mais j'imagine que c'est aussi un des ingrédients qu'on met dans les COP. Alors, ça marche, non? Oui. Oui, mais là, c'est comment dire, c'est plus. Alors, ça dérive un petit peu là du sujet, parce que on va plus parler de sujets plus subtils et plus difficiles à exprimer. Qu'une COP, on y vient parce qu'on a envie d'y venir. Et souvent, on n'est pas confronté à des cas où les personnes viennent mais ne veulent pas s'exprimer trop. Ouais, On peut avoir une difficulté à s'exprimer en public, peut-être en dehors de la COP, mais dans la COP, il n'y a pas forcément ce sentiment de j'ai pas le droit ou je peux à moins pas que ce faire ce que. soit le manager qui l'instille. À moins qu'il y ait un manager qui voilà. Où il a hack. Et là, c'est plus embêtant. Là, c'est plus embêtant. Mais oui, ça peut en faire partie si justement il y a ce genre de cas. Mais ça va être des questions un peu plus profondes qui peuvent avoir peut-être un double effet. Enfin, ça peut, souder une équipe, comme aussi prendre conscience, et c'est aussi le revers de la médaille, ce genre d'activité, qu'on n'est pas bien là dans cette équipe. Et donc de partir. Donc il va y avoir un double effet. C'est pour ça que je dis que ça, c'est pas forcément quelque chose à faire tout le temps, parce que ça peut pas avoir l'effet escompté, en vrai. Après, ça peut être plus mal, hein, si les personnes vont aller voir ailleurs. Ça n'est pas bien. J'ai une question sur le format. Tu disais partir sur des instances mensuelles, c'est ça? Oui. C'est quoi, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures? 1 heure. 1 heure. 1 heure. Et c'est en présentiel ou en distanciel? Avant, c'était présentiel. Maintenant, c'est distanciel. Hein. Et c'est tout le temps distanciel? Il n'y a pas une instance On essaie de se voir, mais avec toutes les activités, on les fait maintenant en flex office. Donc on n'est pas tous ensemble sur site. Quand on est sur site, on n'a pas forcément un bureau à titrer. Donc si on vient pour 1 heure, ça peut être difficile. Donc ce qu'on fait, c'est 1 heure. Moi, c'est par exemple le club de lecture, c'est le 3e jeudi du mois. Le dernier vendredi du mois, c'est les COP. Et si vous êtes dispo, vous venez. Si vous n'êtes pas dispo, vous venez pas. Et j'ai jamais trouvé de bonne date ou bon horaire. Il n'y en a pas. Donc moi, j'ai pris le vendredi en me disant c'est peut-être plus léger. Sauf que le vendredi, c'est peut-être le jour de la rétro aussi. Et donc moins de monde. La qualité des interactions, tu vois une différence entre les gens qui sont sur site et les gens qui sont à distance? C'est toujours biaisé en fait. Hein. Parce qu'on se retrouve avec des agilistes qui communiquent facilement. Donc je ne saurais pas te dire. Alors évidemment, en présentiel, il y a peut-être plus d'échanges, peut-être plus simples. Mais j'ai pas vu moi de différence trop en passage au distanciel. Parce qu'ils ont tous l'habitude de travailler à distance, de s'exprimer, tout le monde a la caméra, tout le monde a envie de parler, tout le monde se connaît très bien. Donc on sait très bien quand il y a un ton de voix un peu différent, qu'on peut prendre la parole, que c'est sa fin de sa phrase, on peut interrompre, on n'en voudra pas. Je ne saurais pas dire là j'ai pas assez de recul sur ça. Ouais. Mais par contre, si les gens ne se connaissent pas, oui, il y a un effort à faire dessus en distanciel. Il y a un truc auquel moi je fais attention dans le cadre de l'animation des COP, sur justement le mode distanciel, présentiel, c'est de faire attention à choisir l'un ou l'autre et à éviter l'hybride. Parce qu'on crée systématiquement des déphasages de communication entre les personnes qui sont en présentiel dans la salle et il y a beaucoup de non-verbal qui passent, et les personnes qui sont en distanciel qui n'ont pas ce vecteur de communication et qui ratent des choses en fait. Donc c'est parfois très difficile à faire passer comme message de dire soit tout le monde est à distance et c'est ok, soit tout le monde est en présence. Quitte à perdre des gens. Et c'est ok. Oui. Quitte à perdre des gens. Quitte à perdre des gens. Ou à proposer des... On les a... Enfin, sinon, vraiment, c'est un... Oui. Moi, c'est un... On les a perdus avant en fait. Ouais. Je m'en suis rendu compte une fois où j'étais le seul à distance.
Et je faisais toujours dans la même salle et je pensais que c'était bien. En fait, le micro était vraiment nul. On n'entendait rien, la caméra pixelisée, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Sauf que personne n'osait trop me le dire. Et donc, quand j'ai vu ça, je fais stop. On les fait soit tous ensemble, soit tous à distance, parce que vous avez un casque, vous avez la caméra bien, et on se voit et on s'entend bien. Parce que je l'entendais vraiment très difficilement ce qui se passait, et les personnes, c'était des pixels. Hein. Donc oui, je savais qui était qui, mais les expressions faciales, tout ça, on oublie. Hein. Les gestes, la gestuelle, c'était cuit. Ah, voilà. J'ai une question, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire des... Parce que là, tu parlais de communautés avec des agilistes, donc qui sont à l'aise dans la facilitation, etc. Pour des communautés sur des expertises un peu différentes, est-ce que d'avoir un rôle de facilitation un peu externe est nécessaire, voire quasiment obligatoire, si on veut vraiment que la communauté perdure? Il faut que ça reste de la facilitation dans ce cas-là. Oui. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait le système de hiérarchie qui se mette en disant c'est l'animateur de la COP ou c'est le représentant de la COP. On est vraiment dans la facilitation. Donc il y a plein de techniques qui sont utilisées. Je parlais un petit peu, Liber String Structures par exemple, pour essayer d'amener la discussion vraiment en brisant tous les silos qu'on peut avoir, parce qu'on peut tous se mélanger comme on veut, mais il faut absolument libérer cette parole, mais que ça vienne des personnes et pas de dire tu as le droit de parler. Il n'y a pas pire de dire la parole est à un tel, on fait un tour de table. Non, de parler, tu parles. Et je donne des outils ou des ateliers ou un contexte qui permet de prendre la parole quand on veut. Et c'est ça qui est important. Sinon, on va se retrouver avec celui qui est le plus expert qui parle en premier. Ou j'ai un sujet difficile, quand dit l'expert. Et puis les autres, ils ont quelque chose à raconter et puis ils ne disent pas. Alors ça, c'est la question de facilitateur, hein, après. Hein. Celui qui parle pas trop, on peut lui demander différemment. J'ai appris il n'y a pas longtemps à le demander différemment, au lieu de dire on t'a pas entendu depuis longtemps, qu'est-ce que t'en penses, qui est un petit peu, ça pique un petit peu, c'est plutôt de dire bah tiens, quand cette personne parle et cette autre répond, est-ce que tu réponds dans ta tête aussi la même chose avant lui? Et donc si on me dit bah oui, ok, est-ce que tu m'autorises à venir te poser la question avant que tout le monde ait parlé, en disant tiens, qu'est-ce que t'en penses, puis que tu aies réfléchi à ce sujet. C'est un peu plus doux que juste dire on t'entend pas depuis longtemps, qu'est-ce que tu deviens. C'est des petits trucs comme ça qui permettent de faciliter, de reprendre un peu confiance. Petits tips. Il y en avait une. Oui, je me demandais si tu avais un retour d'expérience sur des communautés de pratique sur le thème managérial, fidélisation, ce genre de choses. Pas du tout. Management, fidélisation, c'est-à-dire développement de la confiance des collaborateurs, de leur autonomie, enfin toutes les pratiques, j'ai envie de dire, de développement de la confiance avec les collaborateurs, tout le monde managérial. Ah, ça, je le fais différemment. Ça, je le fais quand on parlait sur tout ce qui était sécurité psychologique. Mais c'est pas au sein des COP, du coup, je le fais. Là, c'est au sein d'équipes. Donc là, les équipes, on a l'autre côté qui est, on n'est pas une COP, justement. Donc c'est peut-être pas forcément le même, le même feeling. Et une dernière. On n'a pas parlé des COP inter-entreprises, hybrides, mixtes. Est-ce que c'est pas là que finalement se confronter à l'étranger ou différence, parce que c'est pas là que c'est le plus intéressant? Certainement. Maintenant, de quoi on y parle? Ça, c'est la grande question. Toujours le même sujet. Est-ce que j'ai le droit d'aborder tel et tel sujet avec ne serait-ce qu'un concurrent? Là, j'ai jamais fait. C'est toujours très délicat. Je ne parle même pas de dire à un client qu'on travaille sur une autre chose, ne serait-ce qu'un concurrent. Donc je sais que ça existe, mais par contre j'ai l'impression que c'est très mou, parce que les discussions sont très basiques, alors pas très loin. Maintenant, il faut trouver peut-être un intérêt, oui, un peu plus général pour qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ouais. Là, j'ai pas expérimenté par contre. Bah écoutez, je vois qu'en face, ils me font des grands signes, c'est fini, c'est fini. Écoutez, comme une COP, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on en pense. Vous pouvez scanner et puis noter la session. Ça nous aidera à... On va lire vos messages avec Laura et puis on actualise tout ça pour jeudi. Je vous le dis, ça... c'est un sprint court là. Et puis merci, et puis bonne continuation dans cet Agile Day. Merci. Merci bien.